Bonjour Vincent. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation du Pascal. Alors, Team Code est un groupe de 130 personnes réparties sur l'ensemble du territoire français, le siège social est en banlieue nantaise. Et Team Code est l'un des leaders du secteur de l'intégration de ces solutions informatiques mobiles destinées à gérer les flux physiques et les informations associées à ces flux. Alors, pour répondre à cette fameuse question, donc sur cette thématique, j'ai envie de poser d'abord une question au préalable. De quelle supply chain parlons-nous, Jacques? Oui, bonjour à tous. Bonjour Vincent, je vais vous répondre dans une seconde. Question technique, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, très bien. Parfait, très bien. Donc effectivement, de quelle supply chain parlons-nous? Il n'y a pas si longtemps que ça, les logisticiens, la supply chain étaient souvent vus comme des box movers, donc on s'intéressait surtout à la partie physique du métier, et puis c'est pas nouveau, les logisticiens le savent très bien maintenant. Il n'y a pas de flux physique sans données logiques associées. Donc j'ai envie de dire que la supply chain dont on parle aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est celle qui a déjà fait la mutation de la gestion du flux physique et en intégrant déjà des données logistiques par rapport à ça. Hein. Alors, pour quelles raisons les logisticiens doivent-ils accroître leur performance? Alors effectivement, donc on a vu cette mutation qui est déjà assez ancienne, hein, de l'aspect vraiment purement physique vers l'aspect plus logique et plus lié aux données, mais c'est pas fini. Effectivement, on a besoin d'accroître encore plus aujourd'hui pour deux raisons. Alors la première raison, c'est principalement ce qu'on connaît depuis une dizaine d'années, ce que tout le monde appelle la révolution digitale. Alors le but n'est pas de faire bien évidemment une conférence sur la révolution digitale, on a tous assisté, mais donc qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Tout va plus vite, l'information est effectivement mise à disposition, et puis nos clients, les clients que nous sommes tous aussi, on a un pouvoir énorme entre nos mains, c'est un petit appareil, une tablette, un ordinateur, et je peux Bah oui, forcément. accéder à l'ensemble des données de la planète. Donc ces nouvelles technologies ont fait éruption dans notre quotidien et nous ont armés aujourd'hui avec une capacité à accéder à l'information extrêmement facilement. Et ça nous a donné à tous nos clients des habitudes, éventuellement mauvaises quand on est logisticien. C'est que je veux tout de suite, je veux plus payer grand-chose, puisque sur Google, des comparateurs ou autres, je vais très vite trouver où est-ce que c'est le moins cher, c'est quoi le site qui peut me livrer demain matin par rapport à celui qui peut me livrer dans 3 jours. Et puis, comme je suis très exigeant dans ma conscience de consommateur, même si je veux payer le moins cher et aller plus vite et je ne peux pas attendre, je veux en plus que mon fournisseur soit parfaitement respectueux, donne du sens à son action et respecte des valeurs RSE et green qui sont de plus en plus importantes pour les consommateurs que nous sommes tous aujourd'hui. Et après tout, c'est très bien. Alors, quels impacts ont ces attentes sur la fonction logistique des entreprises? Parce que là, vous parlez des attentes, mais quels sont ces impacts? Et alors, ils sont nombreux. Hein. Alors, déjà, avant d'avoir un impact sur la supply chain, ça a un impact sur la stratégie même de l'entreprise et sa raison d'être. On a vu que dans ces 10-15 ans de révolution digitale, des fortunes se sont faites, d'autres se sont défaites, et il y a ceux qui ont su plus ou moins bien profiter. L'impact ensuite sur la supply chain, il est hyper important et même extrêmement complexe parce que tout doit aller plus vite. Il n'y a pas si longtemps, quand je commandais quelque chose sur Internet, ça m'allait, si je commandais le lundi, si j'étais livré le vendredi. Aujourd'hui, je Oui, trouve c'est ça vrai. normal si je ne suis pas livré demain matin. Donc, ça doit aller plus vite. Les enjeux en logistique sont énormes. Les services des logisticiens sont de plus en plus complexes, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on livrait des centres commerciaux, on livrait des magasins. Maintenant, on va livrer des clients, on va livrer dans une tour HLM, on va livrer dans un centre-ville difficilement accessible. On va apporter des services différents, de reverse logistique. Je commande à un endroit, je me fais livrer ailleurs, etc., etc. Donc des services de plus en plus complexes qui d'ailleurs peuvent être des opportunités de valeur ajoutée à saisir pour les entreprises et les logisticiens pour générer de la valeur à partir de ces services et donc des datas associés. Évidemment, tout ça, ça va être moins cher. Donc cette fonction logistique, elle doit être plus rapide de gérer des services plus complexes, mais tout en étant moins cher, puisqu'on l'a vu, le consommateur et les clients ne veulent plus entendre parler de la fameuse ligne shipping and handling qu'on voyait encore il y a quelques années. Et sur Internet, dès que vous achetez pour quelque chose qui va se monter à une cinquantaine d'euros, Ouais. vous allez vous voir proposer la livraison. Donc cette fonction logistique doit être moins chère aussi. Donc faire moins d'erreurs, puisque les erreurs, ça coûte extrêmement cher. Et à l'heure de l'e-client qui est roi, la sacro-sainte expérience utilisateur est ultra importante et une expérience déceptive fait que vous perdez un client. Donc, on ne doit pas faire d'erreur, le moins possible. Si je me trompe dans ma livraison, si je me trompe dans l'heure, dans la date, dans la référence, j'ai perdu mon client. Et puis aussi, on doit être générateur de valeur ajoutée. Je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure avec les services de plus en plus complexes, c'est que ces services-là peuvent, et c'est la bonne nouvelle d'ailleurs,
apporter un élément différenciant. Si je suis capable, dans mon process supply chain, d'apporter quelque chose de nouveau associé au produit qu'à la limite 10 autres sites vendent, je vais pouvoir me démarquer. Et ce sont des sources de créativité pour les e-commerçants notamment et les gens qui gèrent des supply chains performantes. Et puis enfin, tout ça, la dernière contrainte, on l'a vu, c'est cet aspect green, de respecter l'environnement, de faire moins de CO2, de mieux remplir les camions et puis de respecter les personnes qui travaillent dans les entrepôts qui n'ont pas toujours la vie très très facile. Il y a quand même une particularité dans cette période, c'est la Covid. Est-ce que ça a un impact? Alors oui, oui, tout à l'heure, François parlait de ce satané virus, hein, je crois que c'est l'expression qu'il a employée. Donc c'est vrai que ce virus-là, il a un impact sur tout. Donc bien évidemment, la fonction supply chain n'est pas épargnée, même si on peut voir que ça peut créer aussi un certain nombre d'opportunités. Donc l'impact du Covid aujourd'hui, c'est que ça amplifie tout. Tout ce que je viens de dire, ça reste vrai avec le Covid, mais ça l'amplifie encore plus. D'une part parce que les volumes augmentent très fortement. On ne peut plus trop sortir de chez nous, donc me faire livrer chez moi, c'est pas mal, ou alors Ouais. retirer ça à un point relais, c'est pas mal aussi. Donc les volumes de certains logisticiens ont augmenté très très fortement. Et puis en plus, ça vient complètement perturber et disrupter la façon dont les logisticiens travaillent. Souvenez-vous, au premier confinement, mi-avril, Amazon avait dû fermer parce qu'ils n'avaient pas été très réactifs sur la mise en place des mesures barrières. Je me souviens de ce syndicaliste à qui un journaliste tendait le micro et qui disait bah, écoutez, chez Amazon aujourd'hui, vous nous faites une commande, on fait un colis, on met dedans ce que vous avez commandé, on rajoute le virus, on ferme et on l'envoie chez vous. Pourquoi? Parce que effectivement les mesures barrières n'étaient pas respectées, donc ça c'est absolument dévastateur. C'est pour ça que Amazon a fermé. Ils ont bien rebondi depuis parce qu'on a vu les croissances de chiffre d'affaires et de volume. Mais donc, il faut tenir compte de ça. Hein. Donc, des volumes nouveaux avec en plus des contraintes sur la façon de travailler, respecter des distanciations, respecter des temps et des zones de désinfection. Et pendant que je désinfecte, je ne prépare pas de commande. Donc, ça vient perturber mon exigence d'aller plus vite et d'être moins cher dans ma capacité à produire mes services logistiques supply chain. Alors, le tableau que vous nous dressez n'est pas vraiment réjouissant, hein, on ne va pas se mentir, Jacques. Est-ce qu'on peut vraiment aller plus vite, être moins cher, faire moins d'erreurs, respecter, donc pas de green, à respecter l'environnement et les gestes barrières? Est-ce que c'est mission impossible pour les logisticiens? Et tout ça en période de Covid, en étant coincé chez soi ou avec des couvre-feux. Et effectivement, alors on peut se poser la question, c'est mission impossible. Alors la bonne nouvelle, je suis quand même venu avec des bonnes nouvelles. Hein, je ne suis pas venu qu'avec un Très bien, scénario. on vous remercie, hein, c'est sympa. Donc les bonnes nouvelles, c'est que effectivement, bon, les défis sont immenses, hein, mais c'est pas une mission impossible, car aujourd'hui, il y a des réponses. Par contre, il est illusoire de penser qu'on est capable de répondre à ces enjeux, rappelés sur ce slide ici, sans se reposer un certain nombre de questions en termes d'organisation et en termes d'outils qui sont utilisés. Et en particulier, de continuer à travailler le supply chainer qui n'aurait pas encore trop pris le virage du digital, de la data. Lui, il a vraiment des soucis à se faire car il est vraiment illusoire de penser qu'on puisse s'adapter en s'appuyant sur les technologies matures, peut-être anciennes, mais matures. Et donc, c'est là que l'arsenal, et c'est la bonne nouvelle, il y a un arsenal de technologies aujourd'hui qui étaient vues comme nouvelles il n'y a pas si longtemps, mais qui sont devenues matures et qui apportent beaucoup de valeur ajoutée et permettent de répondre à ces défis. Alors, je rappelle quand même aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions avec le sigle Q et R. Hein, n'hésitez pas, on prendra un temps à la fin eh bien, de cette conférence de Jacques Decker pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, hein, parce que je vois les questions qui vont défiler au fur et à mesure, et puis on se donnera un temps. Quand on parle de logistique du futur, moi, ça me fait penser à la logistique 4.0. Est-ce qu'il y a une analogie avec l'industrie 4.0? Oui, tout à fait. Donc effectivement, cette supply chain qui aurait intégré ces dernières technologies, on a coutume de l'appeler aujourd'hui effectivement entrepôt 4.0, entrepôt du futur, avec cette analogie tout à fait de l'industrie 4.0. Hein. D'accord. L'analogie, elle est évidente, puisque un entrepôt 4.0, pardon, c'est quoi? C'est un entrepôt, j'ai envie de dire, quelque part de rêve, de nouvelle génération, qui est effectivement plus rapide, moins cher, les gens qui y travaillent sont plus heureux, le respect de l'environnement, enfin c'est presque trop beau pour être vrai. Et donc, pourquoi le 4.0? C'est le côté connecté. Hein. Donc, tout ce qu'on va retrouver comme dans une usine 4.0, dans un entrepôt 4.0, on va y retrouver, premier élément, les actifs, les personnes, les biens qui y circulent et qui y sont gérés vont être connectés entre eux, générer de la donnée, hein, la data qui est l'objet de la présentation, et permettre justement de répondre
à ces défis ici, hein. Donc cet entrepôt 4.0, il va être générateur aussi de nouveaux services qui potentiellement vont être monétisables et apporter de la valeur effectivement à l'entreprise qui l'exploite. Donc ça veut dire que cet entrepôt 4.0 est aussi en train de devenir un centre de profit et plus forcément un centre de coût tel qu'une supply chain classique pouvait être perçue, de par justement la génération de ces nouveaux services et la visibilité qu'est capable de donner cette supply chain à la fois à l'entreprise en interne, mais aussi aux clients des clients, si on fait du B2B2B, et d'avoir en plus des éléments sur lesquels on reviendra tout à l'heure, d'intelligence artificielle par exemple, qui permettent de générer des données à très haute valeur ajoutée et des données métiers. Donc dans un entrepôt 4.0 en termes de technologie, on va retrouver donc du big data avec de l'intelligence artificielle, de l'analyse prédictive, des applications gérées dans le cloud. On va aussi retrouver des cobots, des robots, des drones. Alors les robots, ils ne sont pas là pour prendre le travail des gens qui travaillent, mais pour leur faciliter la vie, hein. Un exemple tout simple, c'est de faire ce qu'on appelle du goods to man, hein, dans un entrepôt d'un VP6 ou d'une grande surface qui fait 80 000 m², les gens font 15 à 25 km par jour parce qu'ils se déplacent vers les biens qu'ils ont à manipuler, et puis les cobots, eux, permettent de faire l'inverse, hein, d'apporter les biens à une personne qui resterait sur un poste fixe, par exemple pour faire de la préparation de commandes ou de la dépalettisation. Donc on va retrouver aussi des applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et puis donc tout ça grâce aux plateformes d'interconnexion du 4.0 que j'évoquais tout à l'heure, va apporter beaucoup de valeur ajoutée et grâce à la captation de données sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que ce ne sont pas des effets de mode, ce n'est pas de la science-fiction, tout ça. Ce que j'évoque dans le cadre de l'entrepôt 4.0, ce sont des technos qui sont certes récentes, vues encore comme innovantes, mais qui fonctionnent. Mais est-ce que ça peut vraiment devenir réalité? Parce que là, on a l'impression d'être dans un rêve, tout va bien, c'est génial, c'est du 4.0, ça file à toute allure. Exactement, ouais, il y a des démonstrateurs qui peuvent être très impressionnants, mais en fait, le truc là-dedans, derrière, c'est presque trop beau, mais il y a un truc, c'est effectivement la capacité à gérer cette donnée, cette data. Car tout part de là, et par contre, c'est vrai que oui, ça peut paraître trop beau, non, c'est réaliste. Par contre, il y a quand même quelques précautions à prendre, et je vais passer directement ici. On ne transforme pas comme ça un entrepôt classique qui repose sur des technologies traditionnelles en entrepôt 4.0 du jour au lendemain, hein. Il y a un certain nombre de précautions à prendre et de réflexions à mener sur les trois domaines que vous voyez ici. Tout d'abord, l'humain, bien D'accord? évidemment. Très bien. L'humain est au centre de tout. Ouais. Souvent, quand je discute avec des logisticiens, on s'aperçoit que la gestion de la main-d'œuvre n'est pas simple, la fidélisation des gens n'est pas simple, et on va souvent retrouver une pyramide des âges un peu en sablier dans ces sites ou dans ces entrepôts, avec dans le haut du sablier des gens qui ont un peu d'ancienneté dans l'entreprise, 10, 15, 20 ans, qui sont hyper compétents dans leur travail, dans le process qu'ils ont l'habitude de gérer, et puis dans le bas de ce sablier, des gens qui sont là depuis quelques semaines, quelques mois, qui sont parfois pas très fidèles, et avec un comportement de zapper, notamment sur des jeunes générations. Et il faut composer donc avec ces deux typologies de population. Et dans les deux cas, ce dont on va avoir besoin, si on veut passer à du 4.0, c'est proposer des outils qui soient hyper ergonomiques, très friendly avec l'utilisateur. Et on ne peut pas se permettre de passer des mois et des mois de formation, en particulier quand on a des populations qui ne restent pas très très longtemps. Et donc la bonne nouvelle, c'est que comme ces outils-là sont issus des nouvelles technologies et qu'on est tous des utilisateurs de nouvelles technologies, c'est que ces nouveaux outils sont très ergonomiques et finalement on a l'impression de manipuler une application smartphone avec les mêmes codes d'utilisation et de navigation. Ensuite, autre point important, là c'est beaucoup plus techno, et j'ai vu que derrière moi il y avait des interventions Ouais. techniques qui parleront sûrement mieux que moi de cette partie-là. Donc c'est ce que j'ai appelé l'urbanisation du système d'information. Souvent, ce qu'on voit, et ce n'est pas le but d'ailleurs, hein, de partir d'une feuille blanche et de construire un entrepôt 4.0 qui sort du sol. Il y a un patrimoine qui est hyper important, qu'il faut faire évoluer. Donc ça, on peut le faire, effectivement, transformer un entrepôt traditionnel vers un entrepôt qui est plus 4.0. Mais se pose la question de l'urbanisation de ce système d'information avec d'un côté un outil en place qui est super puissant, super costaud, parfois un peu ancien, avec un outil, un ERP, un outil de GPA ou un WMS édité par une société qui a pignon sur rue, qui est ancienne et qui fonctionne très bien. Et puis de l'autre côté, sur les applications 4.0, ce qui est plus futuriste, des applications de géolocalisation, ces robots, ces drones, c'est souvent porté par des startups ou des start-upers de quelques personnes qui n'ont pas forcément trop en tête les contraintes des outils propriétaires qui peuvent exister. Et donc l'enjeu, ça va être de faire coexister ces deux mondes,
cet historique qui est hyper important parce que c'est comme ça encore qu'on gère la prise de commande, mais ensuite l'opérationnel dans l'entrepôt va venir s'enrichir de toutes ces applications. Donc là, il faut faire coexister cet ensemble et il y a des accompagnements qui sont recherchés sur ce point-là. Puis le dernier aspect, c'est l'aspect budgétaire, bien évidemment. C'est pas gratuit, hein, au contraire, cette technologie-là coûte un certain montant et c'est là qu'il faut être capable de shifter, de changer son raisonnement et de se dire bon, mon entrepôt qui était un centre de coût et je vais chercher à limiter au maximum tout ce que j'injecte comme argent, ça devient un centre de profit, donc raisonnant sous forme d'investissement et de se dire si cette nouvelle fonctionnalité que j'apporte, une vision en temps réel de mes stocks, un internaute qui à 3 heures du matin veut commander une paire de chaussures, pas question que le stock soit pas bon le samedi soir à 3 heures du matin, donc ça il faut le faire, c'est pas avec une bonne vieille lecture de code barre qu'on va le faire. Sinon, avec des outils nouveaux, et ces outils nouveaux, ça représente un investissement. Qu'est-ce qu'ils me rapportent? S'ils rapportent quelque chose, des parts de marché, des points de marge en plus qui permettent d'absorber, on a un ROI, on a un modèle et on peut y aller. Et donc faire ce shift, centre de coût vers centre de profit, et ceux qui l'ont fait souvent ne s'en plaignent pas. Alors, si je comprends bien, alors vous nous dites qu'une supply chain 4.0 ne peut pas exister sans une maîtrise performante de la data et de ses traitements. C'est un peu ça pour résumer? Oui, complètement. Ouais. Complètement, puisque c'est ce que je vous disais, c'est le truc, c'est la baguette magique qui sous-tend toutes ces innovations et toute cette performance opérationnelle. Alors le terme est simple, data, tout le monde parle de data, mais la réalité que ça recouvre est un peu plus complexe. Donc je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur quelques éléments de définition pour comprendre ce qu'est une donnée, comment ça vit, etc. Donc j'aime bien cette petite image, hein, je crois qu'il y a des transporteurs dans l'assistance. Finalement, la data aujourd'hui dans le monde 4.0, c'était le carburant du monde 2.0, c'est le plastique du monde 3.0, c'est vraiment la matière première. Et ne pas avoir cette matière première et ne pas avoir les outils pour la triturer, pour en tirer la substantifique moelle et la valeur ajoutée, ben, c'est l'entreprise qui reste à l'arrêt. Mais à l'inverse, contrairement à ce que dit le dicton, en matière de data, l'abondance peut nuire. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. Donc l'infobésité, c'est quoi? C'est OK, j'ai plein de données, j'en récupère de tous les côtés, de tous les sens, mais je ne sais pas les exploiter parce que je n'ai pas les outils qui me permettent de l'exploiter. Quelques données, ça peut se gérer manuellement avec un tableur Excel. Quand j'en ai d'innombrables, tout à l'heure, François rappelait qu'à chaque seconde ou à chaque jour, je ne sais plus. 1,7 mégabits. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, de données. un morceau MP3, effectivement. Donc, avoir toutes ces données sans les outils qui sont capables de les gérer, bah, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. C'est complètement contre-productif. Et puis enfin, s'agissant de la donnée, comme c'est la ressource de l'industrie 4.0, elle a une valeur et donc ça peut être convoité. Donc l'importance de la sécurisation de ces données, et pas uniquement en sécurisant un serveur, en mettant un firewall et en créant des sauvegardes, des archivages, c'est également en sécurisant tout le process, toute la chaîne. La donnée aujourd'hui, elle circule, elle sort de l'entreprise, elle provient d'ailleurs. Et on terminera la présentation en évoquant la blockchain, qui est un élément intéressant pour répondre à cet aspect sécurité. Alors, très bien. Une donnée, moi j'ai envie de savoir comment ça naît, comment ça grandit, comment ça vit, comment ça meurt, comment ça se passe. Alors, c'est vrai qu'on pourrait comparer une donnée à un petit animal, hein, avec le cycle de vie que vous venez de décrire, hein. Alors effectivement, comment ça naît? Se poser la question de savoir comment ça naît une donnée, c'est se poser la question de savoir comment je la collecte, cette information. D'accord. Il y a deux façons de connecter, ou trois même, de collecter les informations: une collecte manuelle, une collecte autonome, et voire ensuite une collecte automatiquement générée par les outils du 4.0. Alors, la partie manuelle, bon, je n'ai pas mis ici d'icône pour une saisie manuelle clavier, hein, qui peut toujours exister, qui est hyper fastidieuse, génératrice de risques, d'erreurs. Et bon, ce n'est pas forcément avec ça qu'on bâtit une 4.0. Donc, on va chercher à mettre en place des outils qui vont permettre de nous assister, de sécuriser. Donc, d'un point de vue manuel, avec une gestion code barre qui existe depuis 50 ans, ou avec une gestion RFID. Donc, concrètement, manuellement, quelqu'un va se présenter face à une palette, face à un colis, scanner le code, ou lire le tag RFID pour en récupérer l'information, avec l'apport de la RFID, qui a trouvé un vrai business model là depuis quelques années, alors que ça fait très longtemps que ça existe, permet d'aller un peu plus loin. J'aime bien cette image du pêcheur à la ligne qui prend un poisson, ou avec la RFID, j'en prends plusieurs d'un coup. Donc ça, mais c'est toujours de l'aspect manuel, donc le ratio performance temps passé, données collectées, pas forcément super. Donc après, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en place des systèmes de collecte autonome de données. On retrouve toujours la RFID. Pourquoi? Parce que la RFID, on peut également la capter, non pas avec un bonhomme qui va lire avec sa raquette ou avec son lecteur RFID, mais avec des portiques, avec des antennes, et mis à disposition. Ces antennes, elles lisent en permanence ce qui se présente dans son champ de lecture.
et le monde de l'IoT, donc le monde de l'Internet des objets. Aujourd'hui, et ça aussi c'est assez récent, issu des dernières technologies, on est capable de créer des capteurs qu'on va pouvoir associer à des chargements, à des véhicules, à des personnes, à des palettes, des contenants, etc., pour aller monitorer en permanence la position de cet actif, la température, les chocs, la vitesse, etc., etc. Donc tout ça, ça génère de la donnée et on va pouvoir la collecter de manière automatique pour ensuite, et c'est la dernière façon de créer de la donnée, soit manuellement, soit de manière autonome, c'est ensuite de la donnée qui crée elle-même de la donnée. 1 plus 1 égale 2. Donc le 2, c'est une donnée qui est issue à partir d'autres éléments. Et c'est là qu'intervient vraiment le monde 4.0, où on parle de data ou de big data d'une manière générale, mais qui fait appel à un certain nombre d'outils, de technologies telles que l'intelligence artificielle, le machine learning, et qui permet de déterminer, c'est ça qui est intéressant, de l'analyse prédictive, donc de mettre en corrélation plusieurs éléments pour apporter une valeur métier, une donnée décisionnelle qui va m'apporter de la performance. Ça, c'est vraiment ça le Graal et l'enjeu aujourd'hui de ce 4.0. Et puis ensuite, on va retrouver de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, qui peuvent être à la fois une façon de présenter l'information dans un contexte sur un écran connecté, par exemple. Je suis dans la bonne allée, je suis devant le bon rack pour préparer une commande, par exemple. Et puis effectivement, la blockchain, qui va avoir pour rôle de sécuriser les flux de données lorsqu'elle vit sa vie, cette donnée à l'extérieur de l'entreprise avec des tiers. Et vous parlez aussi de data lake, c'est ça, hein? Alors effectivement, donc si je résume, attendez, je reviens ici, pardon. Il Donc, nous reste encore 10 minutes. Et il y a pas mal de questions sur le chat, hein. Jacques. On est large, on est large. Merci On est de large, me très bien. prévenir. Ouais, ouais. Non, non, on est bien, c'est ce que j'avais prévu. Ouais. Donc en fait, en résumé, hein, donc, pour éviter l'infobésité, donc toutes ces données auxquelles je suis capable de les collecter, soit manuellement, soit de manière autonome, soit d'en générer, mais si je ne sais pas les traiter, je vais avoir des problèmes. Donc la génération de ces données, c'est ce qu'on voit à gauche, c'est qu'on va avoir un bruit de fond en tant que tel inexploitable, et ces données vont venir alimenter ce qu'on appelle donc le data lake. Il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de data warehouse quelques années en arrière, donc l'entrepôt est devenu trop petit, donc maintenant on stocke les données dans un lac, et puis peut-être demain on parlera d'océans de données, je ne sais pas, mais on voit bien qu'il y a un dimensionnement qui évolue. Et donc ces données sont stockées dans ce fameux lac, et ensuite on va générer de l'information intelligence restituée sous forme de tableau de bord, comme on peut voir ici, Ouais. comme on le voit à droite, restituée sur un PDA, sur un smartphone, sur une tablette, sur des lunettes connectées, enfin partout où en situation de travail, les personnes ont besoin d'accéder à cette donnée métier agrégée. Alors, ce data lake, est-ce qu'il est magique? Parce qu'on rend toutes sortes de données. Est-ce que ça, ça fait ressortir des données métiers à valeur ajoutée? Alors oui, ça pourrait paraître magique, hein, la donnée elle rentre brute et elle ressort agrégée, métier comme par magie. Bon, bien évidemment, là aussi, il n'y a pas de magie. Il y a des outils, donc slide un peu compliqué, mais finalement, il résume ce que je viens de déjà dire. Donc la partie basse, c'est la façon dont on va collecter l'information. Donc bien être capable de sérialiser l'information, d'où elle vient, où est-ce que je vais la stocker dans ce lac. Hein. En réalité, il y a des petites boîtes dans ce lac, tout ne va pas n'importe où. D'accord, très bien. Et ensuite, ce sont les outils qui ressemblent plus aux outils un peu traditionnels, les ERP et les outils de GPAO, qui vont aller piocher avec leur modèle d'organisation, leur modèle métier, les processus, pour aller ensuite créer cette information à valeur ajoutée et venir alimenter les applications qu'utilisent les gens dans leur acte de travail au quotidien, notamment les opérateurs en supply chain. Donc ça a l'air un peu compliqué, mais vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça. Bon, très bien. Moi, j'ai envie de connaître aussi, avant de passer aux questions des internautes, comment les entreprises arrivent à passer d'un modèle classique, voire ancien, à ce modèle futuriste, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas un step à passer qui est un peu délicat? Oui, alors c'est vrai qu'on ne passe pas de l'âge de pierre au rayon laser sans quelques étapes intermédiaires, hein, effectivement. Et alors, donc pour franchir ces étapes, tout dépend d'où on part et tout dépend aussi où est-ce qu'on veut arriver. C'est là qu'il est important dans la stratégie et de la vision de l'entreprise de savoir où elle veut aller. Et cette stratégie étant faite, c'est quoi les outils dont j'ai besoin? Si j'ai besoin du dernier outil, dernier cri complètement à droite ici sur mon schéma, comment je vais construire mon chemin pour y aller progressivement et je ne passe pas d'une étape de l'âge de pierre, effectivement, encore une fois, sur rayon laser. Donc ici, je vous ai mis un document que j'aime bien, qui a été fait par Zebra, que je pense que beaucoup de gens de l'assistance connaissent, qui s'appelle le modèle de maturité. Le modèle de maturité, justement, il ne montre pas simplement cette photo idyllique qu'on vient d'évoquer ensemble, l'entrepôt 4.0 magique, tout fonctionne parfaitement bien dedans, il tient bien compte d'une réalité, d'un existant auquel on part,
Et il présente 5 étapes, ce modèle de maturité, 5 étapes successives qui, enchaînées, permettent de conduire à cet entrepôt 4.0. Bon, je n'élasse pas le temps, bien évidemment, de vous le détailler, mais c'est une bonne question, effectivement, que vous posez là. C'est la façon dont on y va de manière graduelle et sans brûler les étapes.